On va parler de compte à rebours, mais je suis moi aussi un artiste conceptuel. Vous avez tellement de choses que vous faites que j'avais envie de parler avant, que j'ai dit, on va en parler du livre, mais dans quelques instants. Et avant, vous savez ce qu'on va faire? Non, dites-moi. Un compte à rebours. Je suis pas un génie? Génial, oui. C'est la première fois qu'on me le fait. Exactement. Donc, mettons un compte à rebours et juste le temps de raconter une anecdote. Je vais vous répondre à ce que j'ai lu de vous. Vous aimez pas tout ce qui est blague, vous aimez pas tout ce qui est truc un peu cliché et conceptuel, mais en même temps, vous dites que artiste, c'est faire ce qu'on vous a pas demandé de faire. Ah ouais. Donc voilà, on vous a pas demandé d'être dans un compte à rebours qu'on peut lancer maintenant, s'il vous plaît, pour parler de ce que vous faites, entre autres, à côté de ça. Un des trucs les plus fascinants, je trouve, que vous avez fait... Et on lance pas le compte à rebours? Ben, il est lancé, mais le tic-tac n'est pas trop fort pour pas perturber. Voilà. En fait, quand les chiffres descendent, c'est un compte à rebours. Enfin, c'est un concept. On peut pas, avant de parler du compte à rebours, j'ai écouté vos invités avant, oui. Et Joachim Lafosse, donc Joachim parlait, il a dit qu'il faisait du cinéma pour que les corps se rencontrent. Oui. Ah, je me demande si je vais pas lancer un projet dans le cinéma. Bonjour, oui. Oui, donc on était au compte à rebours. Oui, ben, tu sais quoi, faisons une parenthèse, mais laissez le compte à rebours continuer. Vous parlez souvent de sexe dans vos trucs, et on va voir quelques images tout à l'heure. Quand vous dites que vous voulez faire du cinéma pour que les corps se rencontrent, c'est à quel point il faut prendre ça au premier degré? Non. C'est vrai qu'il y a du sexe, mais enfin, ça reste quand même une des très, très bonnes choses de la vie, non? Enfin, voilà, oui, je ne pense pas être un plus obsédé sexuel que les autres, mais c'est vrai. Et en littérature, ça met l'écriture sous tension, comme ça, c'est pas mal de mettre du sexe. Enfin, voilà, je le fais pas, c'est pas un plan d'écriture, mais voilà, il m'arrive. Ça arrive, voilà. Donc, entre autres, il y a une des scènes dans le livre où, après que les deux protagonistes aient eu l'occasion de faire rencontrer leur corps, probablement après un film, le personnage féminin prend un bic et note la hauteur jusqu'à laquelle le membre masculin est arrivé. Ah oui. Est-ce que c'est tiré d'un fait vécu? Et sinon, comment on a pu imaginer une chose pareille? Non, je ne pense pas que c'est... Non. En général, il y a quand même beaucoup de choses parce que l'expérience qui est relatée là est une expérience que, par ailleurs, j'ai vécue dans la vraie vie. Mais au niveau de la cote, c'est vrai que c'est un peu... Oui, je pense que j'avais dû penser aux inondations, vous savez, où on met toujours... on met toujours le niveau avec la date. Oui, c'est ça. Mais c'est simplement une transposition de l'image de l'inondation dans le domaine du sexe. Voilà, donc le compte à rebours est terminé. Ça s'est pas du tout passé comme je pensais que ça allait se passer. Donc, continuons là-dedans. Il y a plein de choses fantastiques et intrigantes dans le livre. Il y a énormément de références culturelles. Il faut le lire avec, dans mon cas, Google à côté pour essayer de comprendre. Et plein de fois, c'est vrai. Entre autres, il est question d'un restaurant où on sert du singe, mais de la cervelle de singe avec le cerveau, la boîte crânienne à moitié enlevée, avec un singe qui n'est pas encore mort et on doit taper sur le cerveau avec une cuillère. Apparemment, ça existe vraiment. C'est bizarre. C'est marrant que vous parliez de Google parce que je crois que c'est une des rares choses pour lesquelles je crois qu'on m'avait raconté ça. Et en fait, j'ai été vérifié sur Google et je pense que c'est pas vrai qu'ils sont vivants. Je sais pas, on racontait toujours que donc dans certains pays... je ne sais même plus les pays exactement. Ouais. La légende était qu'ils sont ivres. Oui, c'est ça. Et donc, on les décapitait, non, qu'on les décalotait pour manger leur cervelle pendant qu'ils étaient vivants. Mais c'est déjà assez dégueulasse de leur manger comme ça, comme un œuf à la coque, déjà même s'ils sont morts. Donc, mais enfin, le fait qu'ils puissent être vivants, évidemment, quand on vous le raconte, vous dresse un tout petit peu les cheveux sur le... Quand tu as la chance d'avoir encore des cheveux... Ah oui, c'est ça. Voilà, la preuve. Votre héros s'appelle Judas. Oui. Et dans tous vos livres, votre héros s'appelle Judas. Est-ce que c'est pour que les journalistes qui vous interviewent vous disent pourquoi votre héros s'appelle Judas? Oui. Et comme ça, vous connaissez déjà une question? Le problème, c'est que, évidemment, je dis chaque fois la même chose. Je réponds, je devrais changer. Dites quelque chose d'autre. Vous savez quoi? C'est Marca, le chanteur, qui, quand on lui demande pourquoi il s'appelle Marca, invente chaque fois une nouvelle version. Alors, je les appelle Judas. Putain, j'ai pas du tout préparé. Non, mais vous êtes un homme de stand-up. Moi, je sais pas inventer des trucs comme ça. Non, je l'appelle Judas parce que, d'abord, évidemment, ça fait partie de ses prénoms, tout comme Adolphe ou quelques-uns d'autres qu'on n'a pas l'habitude de porter. Et si vous donnez ce prénom à un héros,
tout d'un coup, ça oblige et la personne qui l'écrit et celui qui lit à quand même reconvertir toute l'histoire. Parce que n'importe quelle histoire vécue par quelqu'un qui s'appelle Judas devient quand même un tout petit peu matinée de risque de trahison et de choses comme ça. Et puis, je pense que les prénoms sont pour nous tous, qu'on s'appelle Kevin ou n'importe qui, des programmes. Et des programmes qui sont évidemment souvent donnés par les parents. À fond. Parce que c'est rarement, on le choisit rarement, son propre prénom. Et si oui, ça veut dire qu'il y avait un stress avec les parents. Si en 4 ans, ils n'ont pas pris la peine de te trouver un prénom, c'est peut-être qu'ils t'aiment pas tant que ça non plus. Ouais. Donc, tu choisis de t'appeler Désiré toi-même, juste pour compenser. Et Juan, ça fait quoi comme prénom? Qu'est-ce que ça implique? Alors, c'est très drôle parce que mes parents m'ont appelé Juan simplement parce qu'évidemment, tous les gens pensent que j'ai, je sais pas, peut-être de la famille espagnole ou un truc comme ça. Et c'est simplement mes parents allaient en vacances tous les étés à Juan-les-Pins. Et donc, quand ils ont eu un fils, ils l'ont appelé Juan. Et alors, ce qui était marrant, parce que c'était pas marrant du tout, eux, ils allaient après, quand j'étais né, ils continuaient à aller à Juan-les-Pins, mais nous, on me foutait à Spach chez une vieille grand-mère, et donc ils allaient tous les ans à Juan-les-Pins, et moi, j'y allais pas. Je trouvais ça extrêmement frustrant. Et alors, en plus, ils revenaient tout bronzés avec des disques de tchakachas, comme ça. Et je me dis, mais ça doit être quand même génial, Juan-les-Pins, pourquoi j'y vais pas, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Mais donc voilà, mais c'est vrai que c'est un prénom, ça fait partie de ces prénoms. Je pense que c'est pas le seul, mais c'est vrai et ça fait partie de ces prénoms un tout petit peu singuliers parce qu'ils sont pas tout à fait, qui fait que chaque fois, quand on vous présente, il y a un petit moment. Au moins une petite anecdote à ça, raconter. oui. Ça doit être bizarre de connaître le nom de la ville dans laquelle tes parents t'ont conçu, par contre. Ça doit être. Mais c'est sans doute ça, évidemment. C'est peut-être pour ça qu'ils voulaient pas vous. Vous savez quoi, je crois. Ah, la vache, je crois qu'ils ont dû... Ah, mais oui, mais bien sûr. Et donc, la prochaine fois que vous allez aller à Juan-les-Pins, vous allez avoir des images mentales et j'en suis fort désolé.